Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour une leçon de mécanique, après avoir vu une leçon de cinématique. Donc ça, c'était des mathématiques, c'est l'outil pour la mécanique. Nous rentrons de plein pied dans une mécanique très élémentaire. On va étudier le mouvement, notamment, des planètes autour du Soleil. Alors, au départ de la mécanique, il y a les lois de Newton, qui sont des sortes d'axiomes pour la mécanique. Et pour comprendre ces lois de Newton, on a besoin d'avoir des référentiels qu'on appelle galiléens. Donc on va d'abord expliquer ce qu'est un référentiel galiléen. Alors, galiléen, évidemment, c'est du nom du physicien, astronome, mathématicien Galilée, donc on est dans le XVIe siècle. On admet l'existence d'un référentiel, en fait il y en a une infinité, dans lequel la première loi de Newton est assurée. Et que dit-elle? Elle dit que relativement à ce référentiel, si le corps M est au repos ou en mouvement de translation rectiligne uniforme, on va expliquer ce que c'est après, et qu'aucune force n'agit sur lui, alors le corps garde son état initial qui est le repos ou la translation rectiligne uniforme. Donc ce mouvement de translation rectiligne uniforme au repos, ça équivaut à dire que dans ce référentiel, l'accélération du point est nulle, ce qui équivaut à dire que sa vitesse est constante, ou encore que m est égal à a plus tv, où a est un point constant dans le référentiel et v un vecteur constant dans le référentiel aussi. Voilà. Le référentiel RC de Copernic, dont le centre est le centre du Soleil et les axes dirigés vers 3 étoiles lointaines, est considéré comme galiléen et c'est lui que nous prendrons par la suite. Alors, nous rentrons dans les lois de Newton. Donc, Newton, mathématicien anglais du XVIIe siècle, immense mathématicien, physicien. En mathématiques, on lui doit, avec Leibniz, le début du calcul différentiel et du calcul intégral. Donc, c'est énorme. C'est un des plus grands mathématiciens de tous les temps. Et pour la physique, on lui doit carrément tous les débuts de la mécanique classique, toute la mécanique classique, qui a marché jusqu'à la relativité. Donc la première loi de Newton, qui est la loi d'inertie, elle dit que relativement à un repère galiléen, donc on admet qu'il y en a un, si un corps est au repos ou dans un mouvement de translation rectiligne uniforme et qu'aucune force n'agit sur lui, alors il reste dans cet état de repos ou de mouvement de translation rectiligne uniforme. La deuxième loi de Newton, qu'on appelle la loi de la dynamique, relativement à un repère galiléen, un corps m de masse m soumis à une force F, possède une accélération gamma, et il y a cette égalité qui lie la force à l'accélération, donc F égale m gamma. Ce qui veut dire que F, c'est la dérivée de la quantité de mouvement. La quantité de mouvement, c'est la quantité m fois la vitesse du point. Effectivement, quand je dérive ça, ça fait m dv sur dt, et dv sur dt, c'est gamma. Troisième loi de Newton, c'est la loi de l'action-réaction. Si un corps A exerce une force F sur un corps B, alors le corps B exerce la même force opposée moins F sur A. On dit qu'un corps M de masse M est isolé si aucune force ne s'exerce sur lui. Dans un repère galiléen, mais il faut qu'il soit galiléen, R égale A IJK, on a alors d2m sur dt2 égale 0, la vitesse qui est constante et m qui est égale à A plus tv avec A et v constants dans R, ce qui veut dire que m est effectivement animé dans R d'un mouvement de translation rectiligne uniforme. Si R0 est un référentiel galiléen et R un référentiel en translation rectiligne uniforme par rapport au référentiel R0, ça veut dire que IJK sont constants dans R0 et que D2A sur DT2 dans R0 est égal au vecteur nul. On a déjà vu ça. Alors R est un référentiel galiléen. Démonstration, si aucune force n'agit sur M, on a D2M sur DT2 dans R0 qui est égal au vecteur nul parce que R0 est galiléen. Mais on a vu que si R est en translation rectiligne uniforme par rapport à R0, alors d2m sur dt2 dans R est égal à d2m sur dt2 dans R0. Et comme celui-là vaut vecteur nul, on en déduit que celui-là est égal au vecteur nul. Donc R est galiléen. Parce qu'en fait, il y a équivalence entre dire qu'un repère est galiléen et puis
dire que quand aucune force n'agit sur un point qui est au repos ou bien dans un mouvement de translation rectiligne uniforme, ce point reste dans l'état où il était. Conséquence, il y a une infinité de repères galiléens, bah oui, parce que il suffit de se donner d'autres axes IJK, d'accord, qui sont constants dans R0, et puis de se donner un centre A tel que la vitesse de ce centre soit constante. Voilà. Quantité de mouvement d'un point de masse m, on l'avait déjà dit, c'est la quantité m dm sur dt. Il a noté que c'est un vecteur, et donc il est clair que f est égal, qui est égal à m gamma, est égal à dp sur dt. Travail élémentaire d'un point en mouvement, donc il y a une force qui agit sur ce point, c'est la quantité dw, ou à l'instant t, qui est égale au produit scalaire de la force par le déplacement élémentaire dm. D'accord? Ça, c'est la force qui agit à l'instant t. On note ça, dw est égal à f scalaire dm. Il faut bien comprendre que c'est dans R, hein, c'est le résultat du produit scalaire. Mais f est égal à m gamma, donc dw est égal à m gamma dm. Ce qui veut dire que c'est m d2m sur dt, donc dw sur dt, ça va être m d2m sur dt2 scalaire dm sur dt. Or ça c'est quoi? C'est la dérivée de la vitesse au carré. D'accord? Donc ça fait m sur 2, enfin la dérivée sauf qu'il y a 2 quoi. m sur 2, d sur dt de v2 où v est égal à dm sur dt. Travail sur l'intervalle de temps t1, t2. On le note comme ça, c'est la somme de T1 à T2 du travail élémentaire. Et donc, ça nous fait somme de T1 à T2 de M sur 2, D sur dt de V au carré dt. Et donc, ça fait M sur 2 V au carré entre T1 et T2. Et donc, MV, alors là, je peux très bien mettre des flèches, mais que j'en mette ou que j'en mette pas, ça ne change rien. Hein. Quand j'en mets pas, ça veut dire que je prends la norme, mais on sait que la norme de V au carré, c'est pareil que V au carré. L'énergie, donc ça c'est de l'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique à l'instant t, c'est ECT égale à 1,5 de mv2, qu'on peut écrire comme ça, où v est la norme du vecteur vitesse du point. Donc on vient de voir que le travail entre T1 et T2, c'est l'énergie cinétique en T2 moins l'énergie cinétique en T1. Je rappelle la notion de gradient vectoriel. Si U est une application des variables x, y, z, donc x, y, z appartenant à un ouvert oméga de R au cube, donc c'est une fonction à valeur dans R. Si U est différenciable en A, le gradient de U en A est le vecteur, qu'on peut noter comme ça, mais souvent je le noterai comme ça, d rond U sur d rond x en A, d rond U sur d rond y en A, d rond U sur d rond z en A, qui appartient à R au cube. Dans un repère AIJK, eh bien, U, ce sera l'application qui, au lieu d'envoyer x, y, z, on verra ça en U de x, y, z. D'accord? Donc on va confondre en fait ça, ces écritures-là, et voilà. On confond toutes ces écritures. On garde un référentiel, R égale AIJK, on a un point M en mouvement, et U, une application qui est en fait une forme différentielle de classe C1 sur un ouvert oméga de E. Soit un déplacement élémentaire dm du point M, donc avec ses coordonnées, alors le gradient U scalaire dm est égal à ça, puisque ça c'est les coordonnées du gradient U. D'accord? Et ça c'est les coordonnées de dm. Donc là on a un produit scalaire. Hein. Et on voit que ce produit scalaire, ça nous donne la différentielle de U au point M de coordonnées x, y, z. Énergie potentielle. On dit qu'un champ de force F. Alors là, on est avec les coordonnées x, y, z dans l'espace. Hein, il n'y a pas de temps. Dérive d'un potentiel U, x, y, z. U est toujours une forme différentielle de l'ouvert oméga de R au cube qu'on assimile à E hein, dans R. Et on la suppose de classe C1 si F est égal à moins gradient de U. C'est pour ça qu'on la suppose d'ailleurs de classe C1. Donc ça veut dire que ces coordonnées, c'est moins des ronds U sur des ronds X, moins des ronds U sur des ronds Y, moins des ronds U sur des ronds Z. J'insiste sur le moins.
U est appelé potentiel du champ F ou énergie potentielle du point M soumis au champ F. Un champ de force qui dérive d'un potentiel est dit conservatif, on verra pourquoi après. La force F, le champ U sont définis dans l'espace sans référence au temps t. Si M est en mouvement, il se trouve à l'instant t en M de t, qui lui a pour coordonnées x de t, y t, z t, soumis à la force F en x de t, y t, z t, égale moins gradient de U en M de t. Pour simplifier les écritures, M de t est souvent noté M, F est souvent noté comme ça, ou même tout simplement comme ça, et U en M de t est souvent noté U de M. Chemin. On a toujours le potentiel U de classe C1 et le champ de force. On considère deux points M1, M2 de l'espace. Donc ils sont fixes dans le référentiel qu'on a pris au départ. Et gamma, un chemin de l'espace joignant M1 et M2, c'est-à-dire une fonction d'un intervalle de R vers E, l'intervalle ferme devant nous, de classe C1 tel que gamma de A est égal à M1 et gamma de B égale M2, soit M un point de mouvement sur ce schéma. Alors lui aussi il va de M1 à M2, donc il appartient à M de T toujours dans gamma de I, quel que soit T, M de T1 est égal à M1, M de T2 est égal à M2, soit H l'application qui a T appartenant à T1, T2 associe U en M de T. Rappel, on confond ça, ça et ça. U et gamma sont C1, donc H' de T est égal à d rond U sur d rond X en X, Y, Z, X' de T, d'accord, plus d rond U sur d rond Y, X, Y en Y' de T, plus d rond U sur d rond Z, Z' de T. Parce que H de T, c'est U de M de T, d'accord? Donc c'est de la composition ici. Hein. Voilà. Et donc on a pu dériver parce que U et gamma étaient de classe C1. Bon, et comme c'est de classe C1, ça veut dire que les d ronds U là, et puis les X', Y', Z' sont continus. Donc H' est continu et on peut... alors, H' est continu et au passage, on voit que H' est égal à du en M de T scalaire M' de T, ce qui est égal à du en M de T scalaire dm sur dt. Ce qui fait gradient U en M de T scalaire la vitesse. D'accord? Ce qui fait donc moins F de T scalaire la vitesse, c'est-à-dire moins le dw sur dt, hein, travail élémentaire, en M de T, c'est-à-dire moins w' de T. Voilà. Et comme H est continu, somme de H' de T dt entre T1 et T2 est égale à HT2 moins HT1. Et donc ça va faire, parce que quand j'intègre ça, je sais que j'intègre donc, j'intègre en fait moins W', d'accord? Et ça, je sais que quand je l'intègre, ce moins W', je trouve le W. Donc je trouve... non, ça viendra après, excusez-moi. HT2 moins HT1, ça fait U de M en M de T2 moins U en M de T1. Et donc ça fait, comme M de T2, ça fait M2, et que M de T1, ça fait M1, ça fait U M2 moins U en M1. Bon, alors le travail entre T1 et T2, qu'on le note comme ça, c'est la somme des W' de T dt entre T1 et T2. D'accord? Eh bien, je vois que c'est l'opposé de la somme de H' dt entre T1 et T2. Donc ça fait faire UM1 moins UM2. Mais on sait, parce qu'on l'a vu, que ce travail-là entre T1 et T2, il est égal à l'énergie cinétique en T2 moins l'énergie cinétique en T1. Donc je me retrouve avec ce travail entre T1 et T2 qui est égal à la fois au potentiel en M1 moins le potentiel en M2, c'est une différence de potentiel, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, et il est égal aussi à l'énergie cinétique en T2 moins l'énergie cinétique en T1. Attention, hein, vous voyez que ça a été inversé. M1, là c'était 2. M2, c'était 1. Conclusion, si un champ de force dérive d'un potentiel, si gamma est un chemin allant d'un point M1 fixe à un point M2 fixe, et si M de T est un point en mouvement de M1 à M2 sur ce seul chemin, c'est-à-dire qu'on a ça, alors le travail du point M, c'est WT1 à T2, est égal à UM1 moins UM2 indépendant du chemin.
On appelle ça la différence de potentiel. Si le chemin décrit un chemin fermé, si le chemin est fermé, si le point M décrit un chemin fermé, alors UM1 est égal à UM2. Et donc le travail est nul. Ce qui implique que l'énergie cinétique est constante. Et donc que la vitesse en T2 est égale à la vitesse en T1. Notation, H' de T qu'on a vu précédemment, on va le noter gradient de U en M point vitesse. Eh bien on note du sur dt. Et du sur dt est égal à M moins F.V est égal à moins dW sur dt. Si le champ de force dérive d'un potentiel U, on a vu qu'on a UM1 moins UM2 est égal à ECT2 moins ECT1, ce qui implique ça. Et donc ça s'appelle la conservation de... Enfin, cette donnée-là, cette quantité-là est conservée. Alors cette quantité-là, on l'appelle l'énergie mécanique du point M en mouvement. Elle est donc constante, on parle de conservation de l'énergie mécanique. C'est pour ça qu'on dit que le potentiel est conservatif. Stabilité d'un équilibre, on suppose que le point M en mouvement est en équilibre à une position A. Là, on est indépendant du temps. F de en A est nul, et que F dérive d'un potentiel U de X, Y, Z, qu'on suppose de classe C1, oui. F est nul, équivaut à dire ça. Alors ça, c'est des ronds sur des ronds Y. On dit que l'équilibre est stable si quand on force le déplacement de M en une position voisine de A, on le pousse un peu comme ça, c'est-à-dire dm petit, M est soumis alors à une force le ramenant à la position A. Autrement dit, F de M scalaire dm négatif. Si U est de classe C2, et que M est en équilibre en A, et si D2 U de en A est positif, alors l'équilibre est stable et le potentiel U a un minimum local en A. Démonstration, F.dm scalaire est égal à ça, d'accord, est égal à moins du en M, puisqu'avec les notations qu'on a prises. Et donc ça, je fais un développement limité de du de M, c'est du de A, alors il y a le moins évidemment, plus d de U de A, plus dm, enfin norme de dm, epsilon de dm, où epsilon est une fonction qui tend vers 0, quand U tend vers 0. F scalaire dm est donc égal à alors F scalaire dm est égal à moins d de U en A. Là j'ai oublié le moins. Ce qui fait alors moins d de U en A moins dm epsilon dm. Alors ça va être négatif si dm est très petit, donc si m est proche de A. D'accord? Puisqu'on a supposé que d de U de A est strictement positif. Voilà. Donc pour m assez proche de A, ça va être négatif. Car d de U de A est positif. Et donc on a bien un équilibre stable. Par ailleurs, UM, là je prends un dl d'ordre 2 de U, du potentiel U, U de M égale U de A plus du de A qui vaut 0 plus d de U de A sur 2 plus dm facteur de epsilon de dm. D'accord, sauf que là, c'est quand même au carré. Voilà. Et bien pour dm assez petit, on a U en A plus dm qui est supérieur à U de A. Parce que ça c'est nul et que ça c'est positif. Donc on voit que U a un minimum local en A. Exemple de potentiel, d'abord le potentiel électrique avec donc une particule Q négative qui se déplace, étant M, dans un champ électrostatique créé par une particule fixe Q0 positive. Donc on a cette situation. A, la particule positive, M, la particule négative, la force est comme ça, UR c'est vecteur AM divisé par AM, et la force est égale à ça. Bien voir que ici, Q0Q, il est négatif. Donc j'ai AM qui est égal à ça, R qui est égal à ça, UR qui est égal à ça, et la force qui est égale à ça. Si je prends U de X, Y, Z égale à ça, eh bien, c'est-à-dire un lambda Q0Q sur R. Quand je le dérive par rapport à X, ça fait moins 1 demi de 2X, autrement dit, ça fait moins X, et
multiplié par ça à la puissance 3,5. Autrement dit, ça fait c'est l'opposé de ça. D'accord? Donc en fait, j'obtiens que f est égal à moins gradient de u. Là, j'ai pris la dérivation par rapport à x, mais c'est pareil par rapport à y et par rapport à z. Donc j'obtiens bien ça. Alors u est C1 sur R au cube moins tout ça. Moins 0, 0, 0. Alors donc, on voit que F dérive d'une énergie potentielle qui s'appelle l'énergie électrostatique. L'exemple 2, il est similaire. On prend un corps P, par exemple une planète de masse m, se déplaçant sous l'influence de l'attraction gravitationnelle du Soleil. Donc, le dessin est à peu près le même, sauf que les forces vont par là. La force, c'est moins Gm, grand M, la masse du Soleil, divisé par R2, M, la masse de la planète. G, une constante positive. UR, la distance SP divisée par SP. Alors, comme précédemment, on va dériver de la potentielle. Simplement, ici, il y a un moins à faire intervenir. Je vous laisse vérifier. Parce que quand on va dériver ici, moins 1,2x sur R au cube, il faut compenser celui-là si on veut que F soit égal à moins gradient de U. Voilà. Donc, on trouve ce potentiel-là, qui est bien C1 sur R au cube privé de 0, 0, 0. Voilà. Alors ça, il s'agit de l'énergie potentielle de gravitation. Interaction entre deux points matériels, on considère un référentiel galiléen, que j'appelle R0, un système isolé de deux points AB de masse MA-MB, en mouvement dans R. Les seules forces en présence sont la force F exercée par A sur B, la force moins F exercée par B sur A. Hein, c'est ça qui fait que c'est un système isolé. La résultante des forces, c'est 0. Soit j'ai le par exemple de AMA BMB, on a donc cette relation, et en divisant par MA plus MB, on voit que G va être aussi de classe C2, puisque A et B sont de classe C2. dG sur dt est égal à MA sur M0 dA sur dt plus MB sur M0 dB sur dt en posant M0 égale MA plus MB. Et en dérivant une autre fois, d de G sur dt2 est égal à MA sur M0 d de A sur dt2 plus MB sur M0 d de B sur dt2. Mais F est égal à MB d de B sur dt2. Et moins F est égal à MA, c'est la force qui s'exerce sur A, d de A sur dt2. Donc, en fait, on va donc avoir ça. D'accord? Puisque la somme de ces deux forces fait 0, on obtient ça. Donc, d de G sur dt2 est égal à 0. Donc, G est animé d'un mouvement de translation rectiligne uniforme. Et grâce à ça, on peut dire que ce repère-là, centré sur G, en gardant les mêmes vecteurs et JK, est un référentiel galiléen. Alors évidemment, dans ce référentiel, comme G est le centre, dG sur dt dans R est égal à 0. Bon, soit M, le point défini par G plus AB. Donc, sur mon dessin, j'avais AB, G, je suppose qu'il est là, mais il peut être ailleurs, et enfin, entre A et B, hein, puisque les masses sont positives. Et donc, AM égale, non, GM égale AB. D'accord? Donc, est égal à GB moins GA. Mais G est variante de AMA BMB. Donc, MAGA plus MBGB est égal à 0. Donc, GM va être égal à GB. D'accord? Mais GA, lui, il fait moins MB sur MA, moins MB sur MA. Mais comme je l'enlève, ça fait plus MB sur MA, GB. Et donc, ça fait M0 sur MA, GB en posant M0 égale MA plus MB, ce que je croyais avoir écrit quelque part. Oui, c'est ça. Donc, GB va être égal à MA sur M0, GM. GA est égal à moins MB sur MA, GB, va donc être égal à moins MB sur, puisque GB je le remplace par ça, donc ça supprime le MA, ça fait moins MB sur M0, GM. J'ai donc MA, MB sur MA plus MB, GM, qui va être égal à MB, GB. Bah, oui, parce que je pars de ça en fait. Si je fais MB, GB, ça fait MA,
MBGB, ça fait MA MB sur M0, c'est-à-dire MA plus MB GM. D'accord? Donc ça fait MBGB et ça fait moins MA GM. La quantité M égale MA fois MB divisé par MA plus MB est la masse réduite du système GM, c'est-à-dire défini par G, le barycentre de A et B, enfin A, MA, B, MB, et GM est égal à vectoriel AB. Vecteur AB. Les relations 1 montrent, ou la relation 1, montre que les trajectoires de A et B se déduisent de la trajectoire de M par une homothétie, pour A, une homothétie de centre G et de coefficient de rapport moins M sur MA, et pour B, de centre G et de rapport M sur MB, puisque là, quand je divise par MB, ça fait bien MA sur... oui, c'est GM que je veux, donc je multiplie par M et je divise par MA. Donc ça fait M sur MA, d'accord? Et pour l'autre, ça fait bien moins M sur... non, ça fait M sur MB pour B, et pour l'autre, ça fait bien moins M sur MA. Ça vient de ces relations-là. De plus, on est la veille de Noël, je suis un petit peu fatigué déjà. De plus, 1, quand je le dérive, là, ça implique que M, alors dm sur dt, parce que G c'est le centre du repère, est égal à MB dB sur dt, est égal à moins MA dA sur dt. Et quand je dérive une nouvelle fois, ça fait M d2m sur dt2 égale MB d2b sur dt2 égale moins MA d2a sur dt2. Et ça, c'est exactement F. Donc en fait, tout se passe comme si le point M de masse M est soumis à la même force que celle que A applique sur le point B. Mouvement d'une planète ou d'une comète autour du Soleil, on a ce référentiel de Copernic centré sur le Soleil, considéré comme galiléen, soit un objet P, par exemple une planète ou encore une comète de masse MP. MS, la masse du Soleil, on considère que le système SP est isolé, ce qui est faux parce que, d'accord, S exerce la force F sur P et P la force moins F sur S, mais il y a évidemment d'autres forces qui s'exercent sur S et P parce qu'il y a d'autres astres autour d'eux qui exercent une force sur eux. Ce sont les seules forces en présence, donc on considère ça en tout cas. Soit G le barycentre de SMS et PMP, et donc on a cette force de gravitation qu'on peut écrire comme ça, G étant positif. On introduit le point M égale G plus SP, voir le dessin, et la masse réduite M égale MSMP sur MS plus MP. Je vais vite parce qu'on a déjà vu tout ça. Donc la trajectoire de P se déduit de celle de M par l'homothétie de centre G et de rapport M sur MP. Donc on étudie la trajectoire de M. On a vu que M d2m sur dt2 égale MP d2f sur dt2 égale F. Donc le point M de masse M est soumis à la force F. Cette force F qui est égale à ça. On pose lambda égale G facteur de MS plus MP qui est positif. De ça, on déduit en divisant par M, on déduit ça. Et M en le remplaçant par MS MP divisé par MS plus MP, on va trouver moins G facteur de MS plus MP, autrement dit, moins lambda GM sur GM au cube. Et donc on a ça et un mouvement d'accélération centrale, d'accord? Donc on a ça. Dans le cas des planètes ou des comètes, on a C qui est différent de 0 parce que sinon GM serait collinéaire à W, hein, et donc le mouvement serait rectiligne, on a déjà vu ça, donc c'est faux ici dans le cas des planètes ou des comètes. Bon, j'y reviendrai peut-être plus tard. Gm vectoriel dm sur dt égale c différent de 0, donc M appartient au plan π passant par G orthogonal à W. Donc on a un mouvement coplanaire. On prend un repère orthonormé direct G IJ de ce plan P, donc I vectoriel J va être égal à ça. C'est-à-dire que le plan P, on l'oriente par le vecteur C. Gm vectoriel dm est égal, pardon, j'ai déjà fait, Gm vectoriel dm sur dt est différent de 0.
Donc M va être différent de G et dm sur dt différent de 0. La courbe est régulière. M différent de G. Donc la trajectoire de M admet une paramétrisation polaire de classe C2. M égale G plus R de t ut avec ut qui est ce vecteur. dm sur dt. Ça, c'est relativement en repère GIJ du plan. dm sur dt est égal à R'T ut plus R de t, θ'T, Vt. Alors Vt, c'est moins sinus θt cosinus θt. Gm vectoriel dm est égal à C, donc R ut vectoriel R' ut plus R θ'Vt est égal à C. Quand on fait vectoriel de ça, ça fait 0. Et ut vectoriel Vt, ça nous fait C sur norme de C. Hein. Donc, en fait, là, il y a un T, c'est pas grave, vous l'aviez compris. Et donc, j'obtiens que R2 θ', C sur norme de C est égal à C. Et donc, R2 θ' égale norme de C que j'appelle C. D'accord? Donc, on voit que R, évidemment, est différent de 0 et θ' est différent de 0 aussi. Ça va être important parce que comme θ' est différent de 0 et qu'il est continu, soit il est positif, soit il est négatif. En tout cas, il va, comme θ en plus est de classe C2, il va définir un C2 difféomorphisme quand T varie entre T1 et T2 sur le segment θ1, θ2. D'accord? Croissance, si θ' positif, décroissant sinon. Soit ρ, l'application de θ1, T2, qui a U appartenant à θ1, T2, associe R en θ-1 de U. Donc C2 aussi, puisque θ-1 est C2, donc ρ est égal à R rond θ-1. Bon, je vais expliquer pourquoi je fais ça après. Et R est égal à ρ rond θ. Donc le U de T, j'avais dit que c'était ça, hein, pas de souci. Gm est égal à RT ut. Ben, je vois que ça fait ρ de θ de t, cosinus θ de t, ça. Et donc, je vais faire le changement de variable θ de t. θ égale θ de t. D'accord? Appartenant à T1, θ2. Donc, la trajectoire de M sur T1, θ2, ça va être G plus ρ de θ, cosinus θ i plus sinus θj. D'accord? Mon u de θ, ici, j'aurais pu le mettre, hein, u de θ, c'est cosinus θ i plus sinus θ j. Voilà. Alors, j'ai fait tout ça parce que tout à l'heure, on va dériver, dans nos dérivations, on a tendance à écrire, on pourrait avoir tendance à écrire un petit peu n'importe quoi. Or, il est important d'expliquer pourquoi cette fonction R, qui est en fait une fonction de t, devient une fonction de θ. D'accord? D'accord? Et tout ça, ça devient une fonction de θ. Et c'est important quand je vais dériver tout à l'heure. Gm est égal à ρ de θt ut, donc dm sur dt est égal à θ' de t ρ' en θ de t ut plus ρ de θt, θ' de t vt, avec les notations habituelles. R2 θ' égale c, donc θ' égale c sur R2. Donc le θ', je le remplace par c sur R2. Donc j'obtiens ça. Et donc ça me fait c, ρ' sur ρ2 plus 1 sur ρ. On pose W est égal à 1 sur ρ. C'est-à-dire, là, il n'y a plus de t. Hein. La variable, c'est θ, qui appartient à θ1, θ2. Donc, de oméga' va être égal à moins ρ' sur ρ2. Donc, ρ' va être égal à moins oméga' ρ2. Moins oméga' ρ2. Qui me supprime celui-là. Donc, je vais dire ça pour ut. Et puis, ici, bah, ça fait oméga en θ de t. Bon, le θ de t, désormais, je vais l'appeler θ. d2m sur dt2 va être égal à c moins... là, ça veut dire que je dérive. Hein, je dérive encore, donc ça fait... Je dérive ça, moins θ' de t w seconde en θ de t, donc en θ. Là, quand je dérive ça, ça va me faire du v. Donc ça fera moins w' en θ v de t
d'accord, moins W prime, attendez, oui, moins θ prime W prime V de t, d'accord. Et puis maintenant, je dérive le V pour avoir du U. Ça fait moins θ prime U multiplié par oméga, moins θ prime oméga U, d'accord. Et enfin, qu'est-ce qui me resterait que j'aurais oublié? Ben, il va y avoir la dérivée de ça en V, donc ça fait θ prime W prime, et ça s'annule. C'est normal, puisqu'on savait que des 2m sur des T2 allaient être collinéaires à GM, donc à U. Donc j'obtiens ça. Donc j'obtiens moins C, je peux factoriser θ', et le remplacer par C sur R2, ce qui me fait C2 sur R2, d'accord, facteur de ça. Donc ça me fait ça, voilà, U, et ça c'est égal à moins lambda Gm sur Gm au cube, c'est-à-dire moins lambda R sur R au cube U, c'est-à-dire moins lambda sur R2 U. Donc, et ça fait moins lambda oméga 2 U, qui est égal à ça. Et donc j'obtiens que W seconde plus W va être égal à lambda sur C2, qui est positif, quel que soit θ appartenant à θ1, θ2. Une solution particulière, c'est évidemment la constante lambda sur C2. Les solutions générales de l'équation sans second membre sont A cosinus θ plus phi, à phi appartenant à R. Donc les solutions de cette équation 1 sont oméga est égal à lambda sur C2 plus cosinus θ plus phi. Et donc l'équation de la trajectoire, c'est ρθ égale l'inverse de ça. Je fais tourner... je fais une rotation d'angle moins phi sur les vecteurs i et j. Comme ça, j'obtiens un repère grand. Alors là, je remplace petit i, petit j par grand I, grand j. J'obtiens un repère orthonormé direct de pi. I, j sont constants et R' égale le référentiel gi, grand I, grand j, k est toujours un référentiel galiléen dans lequel grand I vectoriel grand j est égal à k. I U0 est égal si quand I Uθ, quand cet angle vaut θ, parce que c'est le cas, cet angle vaut θ. Alors, grand I Uθ est égal à petit I Uθ moins petit I grand I, relation de Schall, ce qui fait θ moins, mais ça fait moins phi. Moins phi égale θ plus phi. Donc, Uθ pour coordonner cosinus θ plus phi, sinus θ plus phi dans grand I grand J. Et donc Gm va être égal à ρθ Uθ, va être égal à ça, et fois ça dans grand I grand J. Donc j'ai envie de changer de variable et de remplacer θ plus phi par θ. C'est ce que je vais faire, et je ne vais pas changer de nom. Alors du coup, θ1 va être remplacé en θ1 plus phi, ben, je l'appelle θ1, et θ2 en θ2 plus phi, j'appelle θ2. Si bien que la trajectoire de M est définie en polaire dans G grand I grand J par M égale G grand G plus ρθ Uθ avec Uθ qui a ces coordonnées-là, et puis Gθ 1 sur lambda sur C2 plus A cosinus θ. Ρθ est égal à ça. Bon, c'est-à-dire 1 sur ρ égale lambda sur C2 plus A cosinus θ avec θ appartenant à θ1, θ2. Je pose P est égal à l'inverse de ça. Donc ça va faire 1 sur P. Et je pose E égale PA, donc A va être égal à E sur P. Et du coup, je vous laisse vérifier, on obtient facilement R égale, parce que R c'est ρ, mais là je l'ai appelé, oui je peux l'appeler ρ, hein, c'est pas, voilà, est égal à P sur 1 plus E cosinus θ. Donc c'est une conique. Alors ça va être une hyperbole si UE est supérieur à 1, une ellipse si E est entre 0 et 1, avec le cas particulier du cercle si E est égal à 0, et une parabole si E est égal à 1. Alors ça, comment le savoir? Eh bien c'est déterminé par les conditions initiales, on va voir. Alors j'ai rappelé ici tout ce qu'on avait déjà vu. L'énergie potentielle, eh bien, on a une force F sur M, donc F est égal à M d2M sur dt2, qui est égal à moins lambda M Gm sur Gm au cube.
Alors lui, ses coordonnées, c'est moins lambda m. Alors gm, ben, c'est x, y, z. Et comme on divise par gm au cube, ça fait ça. D'accord? Dans ce référentiel. Donc f est égal à moins gradient u de m, où u de m, eh ben, c'est moins lambda m. Et pour dériver et avoir ça, il faut prendre x2 plus y2 plus z2 à la puissance moins 1,5. C'est-à-dire moins lambda m sur r. L'énergie mécanique, c'est l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Donc ça fait moins lambda m sur r plus 1,5 de m v au carré. Et elle est constante. Et donc égale à sa valeur au point de départ en t égale t0, où r vaut r0 et v vaut v0. Et elle sera toujours égale à ça. Donc quand on factorise, ça fait E égale m facteur de moins lambda sur... Alors là, en t0, ça fera ça. Plus v0 carré sur 2, mais si je la prends en un temps quelconque, ça fait E égale m facteur de moins lambda sur r plus v au carré sur 2. Autant t, on a ça, d'accord, dans GIJ, on a un mouvement coplanaire. Hein. On a vu que dm sur dt est égal à c facteur de ça, et donc sa norme au carré, donc la vitesse au carré est égale à c2, facteur de w' au carré plus w au carré. W c'est 1 sur r, donc c'est égal à ça. W', ça fait moins E sinus θ sur P, et donc ça va être égal à C2 plus le carré de ça, plus le carré de ça. Alors on développe, hein, on a 1 plus... Alors E2 cosinus carré plus E2 sinus carré, ça fait E2. 1 plus E2 plus 2E cosinus θ sur P2. D'accord? E est égal à moins lambda m sur r. Alors lambda, c'est pareil que C2 sur P, donc ça fait moins C2 sur P m. Et puis le R, 1 sur R, ben, 1 sur R, c'est 1 plus E cosinus θ sur P, plus 1,5 de m, et le V2, c'est ce truc-là. Voilà. Donc quand on met m tout sur 2p2, ça fait mc2, on a mc2 sur 2p2. Là on avait mc2 sur p, donc on va multiplier par 2, ça va faire moins 2 E cosinus θ, plus ça. Et ça nous fait 1 moins 2, ça fait moins 1. Ça s'en va, E2 moins 1. E2 moins 1, mc2 sur 2p2, et si je reviens à lambda m sur 2p, facteur de E2 moins 1. Voilà. Donc, on voit bien qu'il va y avoir une discussion suivant que l'énergie mécanique est positive, nulle ou négative. Donc, et à ce moment-là, l'excentricité sera égale à 1, plus petite que 1, ou plus grande que 1. Dans l'étude qui suit, on fixera un instant initial en t égale t0. M sera alors en M0 avec un R qui vaudra R0, une vitesse V0, θ qui vaut θ0, l'énergie mécanique sera égale à moins lambda M sur R0 plus M sur 2V0 carré. Et quand on fera tendre t vers plus l'infini, comme θ est croissant, l'image de cet intervalle, ce sera un intervalle comme ça, évidemment θ1, c'est un nombre réel ou plus infini. D'accord ? MGM est égal à MPGP est égal à moins MSGS et M est égal à ça. Et si je divise par MS et que je dis que ça c'est proche de 0, ça fait à peu près égal à MP, puisque MS est très grand par rapport à MP. Donc je m'aperçois que puisque M est proche de 0, eh bien je vais avoir M qui sera, ça fait pratiquement le vecteur nul, et donc j'ai qu'est-ce que j'ai G qui sera égal à peu près à P. D'accord non, c'est M qui sera à peu près égal à P. Oui, parce que, voilà, c'est ça. Parce que, en fait, là, ça me fait MPGM. Ça fera à peu près MPGM égale MPGP, donc M est à peu près égal à P. Bon, et donc GS, lui,
qui est égal à moins m sur ms gm, eh bien il sera à peu près égal à, alors m sur ms, bah, c'est à peu près mp sur ms, et ça évidemment c'est proche de 0. D'accord? C'est proche de 0, donc g sera à peu près en s. Donc en fait, ma trajectoire, là, on peut considérer que le Soleil est fixe, puisque S est à peu près égal à G. Et la n'oublions pas que G, c'est le centre de mon référentiel. Et G est fixe dans mon référentiel. Donc le Soleil fixe, c'est sa trajectoire. Donc dans ce référentiel, c'est la trajectoire de P, plutôt dans le référentiel. Ça sera la trajectoire de M, puisque P est à peu près égal à M, autour du Soleil.